Bien, nous allons aborder la deuxième séquence de ce chapitre consacré à l'estimation d'une moyenne, après avoir vu la démarche générale d'estimation. Bien, cette deuxième séquence va être consacrée à l'estimation ponctuelle, et donc on va découvrir dans cette séquence l'origine de la moyenne arithmétique, ainsi que l'origine de l'écart-type, et puis la mise en œuvre d'une méthode, la méthode des moindres carrés, que l'on retrouve très très souvent dans le traitement de données expérimentales. Alors, dans cette estimation ponctuelle de la moyenne arithmétique, on va tout d'abord donner une phrase et l'illustrer qui est très très importante. C'est que toute valeur mesurée, par exemple la valeur 3,51, peut toujours être décomposée sous la forme d'une somme de deux parties, de deux termes. La valeur mesurée est toujours égale à la somme de la partie déterministe et de la partie aléatoire. Alors, ici, le modèle sous-jacent à l'analyse des résultats, là aussi c'est quelque chose qui est important. On va faire appel de façon implicite ou explicite à un modèle d'analyse des résultats, c'est Y égale constante. En effet, dans la barrique de cidre, tout le monde peut espérer que le pH soit constant. Ceci dit, les aléas d'échantillonnage, les aléas de mesure font que on a trouvé 20 valeurs différentes, parfois relativement proches, du pH du cidre. Et donc toute valeur mesurée, on va pouvoir la décomposer sous la forme d'une somme de deux termes, une partie déterministe, qui est directement liée au modèle supposé, y égale constante, donc on appellera la partie déterministe petit m, sans préjuger du sens de petit m bien évidemment à cette étape, et puis d'une partie aléatoire, donc en vert la partie déterministe, en rouge la partie aléatoire et en bleu la valeur mesurée. Alors, on peut illustrer ce propos à partir d'un nuage de points. Dans le plan de la figure, vous voyez sur l'axe horizontal E01, E02, E20, les 20 petits tubes à essai. Sur l'axe vertical, les valeurs correspondantes du pH. Les points bleus, ce sont les valeurs mesurées. Le trait vert, c'est la partie déterministe. Par exemple ici pH égale 4, et puis les traits rouges qui représentent les écarts à la partie déterministe qu'on a appelée la partie aléatoire de la décomposition. Et naturellement, on peut envisager d'autres valeurs pour la constante, la partie déterministe. Si on prend 3,60, on constate que la majorité des écarts est positif. Précédemment, la majorité des écarts étaient négatifs. Si on prend 3,75, on s'aperçoit qu'on a des écarts à peu près équilibrés entre les valeurs positives de ces écarts et les valeurs négatives. Bien évidemment, ce que vous cherchez, vous, en tant qu'utilisateur, c'est d'avoir une partie déterministe verte qui représente le mieux possible les valeurs mesurées bleues et donc par voie de conséquence qui rend les traits rouges, les parties aléatoires, les plus petites possibles. En effet, quand on prend des décisions, on essaie de minimiser les impacts de la partie aléatoire de la décomposition. Alors, il en existe une infinité de décompositions. Vous en voyez une à l'écran avec m égale 3,75 et parmi cette infinité de décompositions, laquelle choisir? Et donc, pour nous aider à choisir, on va devoir adopter un critère. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour minimiser les termes EI? EI, c'est l'écart entre la valeur observée YI et la valeur donnée, attribuée à la partie déterministe petit m. Bien, on pourrait très bien décider de chercher la valeur de m qui minimise le plus grand écart en valeur absolue. Par voie de conséquence, si on minimise le plus grand écart en valeur absolue, pour intégrer le fait qu'il puisse y avoir des écarts positifs et des écarts négatifs, fatalement, tous les autres écarts sont plus petits que lui, puisqu'on a minimisé le plus grand. On pourrait très bien dire que l'on cherche à minimiser la somme des valeurs absolues des écarts pour éviter que l'ajustement du modèle ne porte que sur une valeur, une seule valeur, comme pour le critère précédent. Donc on pourrait chercher la valeur de m qui minimise la somme des valeurs absolues des écarts. Comme ça, on prend en compte les n valeurs mesurées. Et puis, on pourrait aussi décider de chercher
la valeur de m, la partie déterministe, qui minimise la somme des carrés des écarts. Pourquoi des carrés? Parce que, par définition, les carrés étant positifs, si on minimise la somme de termes positifs, eh bien on minimise naturellement la grandeur qui nous intéresse. Voilà, 3 critères. Alors, lequel choisir? Alors, à partir des données de cet exemple, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Sur ce graphique, vous voyez une simulation qui a été faite. Sur l'axe horizontal, la valeur de m que j'ai fait varier de 3,78 à 3,82 avec un pas suffisamment fin, et j'ai porté en regard sur l'axe vertical le plus grand écart en valeur absolue. Qu'est-ce qui se passe? En partant de 3,78 et en augmentant la valeur de m, le plus grand écart en valeur absolue diminue, passe par un minimum, et puis se met à augmenter. Ce minimum correspond à une valeur de m égale à 3,80. Si on dessine sur le nuage de points que vous avez vu précédemment la position de cette partie déterministe à 3,80, on s'aperçoit qu'on a des écarts positifs, négatifs, le trait vert a l'air d'être à peu près au centre du nuage de points. Ceci dit, ce critère-là est un critère dangereux. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie nécessairement sur là où les deux valeurs extrêmes, minimales et maximales de la distribution. Et si ces valeurs sont aberrantes, naturellement, l'ajustement du modèle ne sera pas d'une qualité extraordinaire. Donc il faut absolument fuir ce critère, même si parfois il peut tomber sous le sens. Alors, deuxième critère, c'est la minimisation de la somme des valeurs absolues des écarts. La somme permet de prendre en compte toutes les valeurs mesurées. Alors là, ici aussi, j'ai fait varier la valeur de m de 3,82 à 3,86. En augmentant petit à petit la valeur de m à partir de 3,82, le critère diminue petit à petit, atteint un palier entre 3,83 et 3,85, et puis se remet à augmenter. Voilà. Donc, contrairement au critère précédent, on n'obtient pas une valeur unique mais un intervalle. Sur le critère précédent, on observait une tendance déterministe à 3,80, et ici, eh bien, le milieu de cet intervalle, c'est ce qu'on appelle la médiane. La médiane, c'est la valeur qui divise parfaitement en deux une série d'observations. L'intérêt de la médiane, c'est qu'elle est insensible aux valeurs aberrantes, et les valeurs aberrantes en sciences expérimentales peuvent arriver, même si on suppose le principe de parcimonie. Si on dessine sur le nuage de points la position de la partie déterministe, on peut faire à peu près la même conclusion que sur le critère précédent, mais de façon rassurante, on a intégré dans la définition de ce critère non pas les valeurs extrêmes, mais toutes les valeurs de la distribution. Dernier critère, et non des moindres, la minimisation de la somme des carrés des écarts. Sur l'axe horizontal, j'ai fait varier la valeur de m entre 3,77 et 3,81, aussi petitement que possible. Sur l'axe vertical, j'ai matérialisé la variation de la somme des carrés des écarts, et donc je vois une parabole à l'écran. On justifiera la nature de cette distribution ultérieurement, qui passe par un point bas, lui aussi unique, et tiens, c'est peut-être une surprise pour vous, la valeur de m qui minimise la somme des carrés des écarts, nous le démontrerons, eh bien, c'est la moyenne arithmétique, ici 3,794. Alors, ce critère de minimisation de la somme des carrés des écarts, on va le rencontrer à plusieurs reprises dans l'utilisation de méthodes statistiques. C'est un critère qui a été conjointement trouvé par un savant allemand qui a donné son nom à beaucoup de choses, Monsieur Gauss, et par un Français à peu près à la même période, qui s'appelait Adrien-Marie Legendre. Voilà. L'objectif, pourquoi ont-ils développé ce critère? Eh bien, ils cherchaient à trouver la trajectoire des planètes autour de la Terre pour trouver les équations des orbites. Alors, si je dessine ce critère que je vais qualifier d'historique parce que c'est celui qui a perduré et qui continue à perdurer dans l'analyse des données, eh bien là encore on trouve une partie déterministe, certes différente des deux autres, mais qui représente relativement bien la tendance centrale de la distribution.
Alors, je rappelle ici les trois résultats que l'on a trouvés de façon assez intuitive. 3,80 pour la minimisation du plus grand écart en valeur absolue, 3,84 la médiane pour la minimisation de la somme des valeurs absolues des écarts, et enfin 3,794 pour la minimisation de la somme des carrés des écarts. Lequel va-t-on retenir? Eh bien, historiquement, on va retenir le critère des moindres carrés. Voilà. Alors, on va essayer maintenant d'approfondir un petit peu ce premier constat. Donc si l'on peut décomposer chacune des valeurs mesurées y1, y2, y, yn sous la forme d'une somme d'une partie déterministe, m, d'une partie aléatoire ei, eh bien on va exprimer le critère des moindres carrés, c'est-à-dire la somme des carrés des écarts. Et pourquoi a-t-on besoin de cette méthode des moindres carrés? Mais si on regarde naturellement le système qui apparaît à l'écran, on dispose de n équations, on a n fois le signe égal, et à cette étape de la démarche, on a plus d'inconnus que d'équations. Ça paraît surprenant, mais c'est comme ça. Si vous comptez, m est une inconnue, et vous avez autant d'inconnus qu'il y a d'écart, donc il y a n plus une inconnue. Et donc il faut rajouter une équation manquante, et cette équation manquante est traditionnellement, historiquement, apportée par la méthode des moindres carrés. Vous allez voir que ce sera le cas dans d'autres applications d'analyse de données. Alors, on va définir un écart. Par définition, l'écart, c'est la partie aléatoire, et c'est la différence entre la valeur observée, yi, et le modèle, la partie déterministe, petit m. Cet écart, on va le mettre au carré, pour s'affranchir par la suite de son signe. Donc ici, pas de problème pour la mise au carré de la différence yi moins m. Et ensuite, on va en faire la somme. Donc on va écrire les n carrés d'écart, E1 carré, EI carré, EN carré, et donc on va faire la somme de ces écarts pour fabriquer le critère. Alors si on regarde d'un petit peu plus près ce qui se passe, eh bien on va avoir juste après le signe égal y1 au carré, yi au carré, yn au carré. Quand on va faire la somme, on va obtenir la somme des carrés des valeurs mesurées. Ensuite, le terme central, on peut mettre moins 2m en facteur, moins 2m facteur de y1 plus y2 plus yi plus yn, la somme pour y égale 1 à n de yi. Et enfin, le dernier terme, on va avoir n fois le carré de la moyenne arithmétique. Alors, cette fonction peut paraître quelque peu complexe, en fait elle ne l'est pas du tout, c'est une fonction polynomiale du second degré. On a parlé tout à l'heure d'une parabole, eh bien on va la dessiner ici. Dès lors que l'on dispose des valeurs mesurées, on peut calculer leur somme, on connaît leur nombre, petit n, et on peut calculer la somme de leur carré. Donc en fait, on peut avoir très rapidement l'équation de cette parabole. Donc voilà ici des détails de calcul. Vous remarquerez que vos machines à calculer renvoient automatiquement des sommes de carrés. De même, les tableurs informatiques disposent de ces fonctions de façon très automatique. Et donc, le nuage de points que nous avions représenté tout à l'heure va se traduire ici de façon continue par une parabole que j'ai représentée en bleu. Et naturellement, trouver l'optimum d'une parabole, il y a quelque chose qui est aisé. Il suffit naturellement de chercher le point à dérivée nulle d'une part, par rapport à m, et d'autre part, de s'assurer que le signe des dérivées secondes est bien positif, de façon à traduire le fait qu'on a obtenu un minimum pour la somme des carrés des écarts. Alors, je dérive, la dérivée ne pose aucun problème, et j'obtiens une équation. Voilà l'équation manquante. Et cette équation manquante, je me permets de tirer immédiatement la valeur de m. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que m n'est autre que la moyenne arithmétique. Donc on vient de montrer qu'il y a un lien étroit entre la méthode des moindres carrés et l'estimation de la moyenne arithmétique. Bien évidemment, quand les valeurs mesurées sont affectées d'une unité de mesure, il convient de recopier l'unité de mesure. Voilà la moyenne arithmétique. Alors, si je représente sur un nuage de points la moyenne arithmétique, je peux transformer le nuage de points précédent en un graphique que l'on reverra, qui s'appelle la carte de contrôle aux valeurs individuelles. Et que me montre ce graphique? D'une part que le trait vert passe relativement bien au centre du nuage de points, mais d'autre part que l'on peut douter ici dans cet exemple du caractère aléatoire dans la distribution des valeurs observées. Pourquoi? Parce que
Au cours des 8 premiers échantillons, des 8 premiers tubes à essai, qu'est-ce qu'on constate? On constate un décalage systématique des valeurs au-dessus de la moyenne arithmétique. Donc il s'est peut-être passé quelque chose, est-on sûr qu'on a bien affaire à quelque chose d'aléatoire? Ça faisait partie des recommandations et des hypothèses liées aux statistiques inférentielles dont on a parlé dans la première séquence. Donc dès qu'on a calculé la moyenne arithmétique, on peut se demander si elle est bien représentative en se demandant si les valeurs observées sont distribuées aléatoirement. Alors il y a des outils, mais l'œil est déjà un premier outil de part et d'autre de cette moyenne. Alors une fois que l'on connaît la moyenne, on va pouvoir remplacer m par sa valeur, y bar, et donc par soustraction, on va pouvoir calculer les écarts. Et les écarts portent le nom de résidu. Le résidu, c'est ce qui reste, et c'est un vocabulaire spécifiquement associé à l'utilisation de la méthode des moindres carrés comme critère. Sinon, ça s'appelle un écart. Alors, les calculs ne posent pas de problème. On peut résumer les n écarts et on s'aperçoit que voilà une propriété de l'estimation par la méthode des moindres carrés. La somme de ces écarts est nulle, quel que soit d'ailleurs ce qu'on mesure, que ce soit la taille des individus, le pH du cidre ou la teneur en silice d'une argile. Donc on ne peut pas résumer les écarts en faisant leur somme ou leur moyenne, puisqu'on obtiendrait systématiquement 0. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir du fameux critère, la somme des carrés des écarts, et on va résumer les écarts en divisant la somme des carrés des écarts par n-1, donc on va normer quelque part cette somme des carrés des écarts pour trouver ce qu'on appelle la variance expérimentale. La variance expérimentale, c'est le rapport de la somme des carrés des écarts divisé par ce qu'on va appeler le nombre de degrés de liberté, et qui est ici n-1. On reviendra sur la notion de degré de liberté. Alors la variance expérimentale est un bon résumé de ces écarts. Plus les écarts sont grands, plus la variance est grande, donc plus la dispersion des valeurs autour de la moyenne sera importante, mais cette statistique présente un inconvénient, c'est que, contrairement à la moyenne qui s'exprime dans l'unité de mesure, la variance s'exprime dans le carré de l'unité de mesure, et donc on va devoir la transformer en écart-type. Le dénominateur s'appelle le nombre de degrés de liberté. On en aura besoin pour trouver la valeur de petit t, qui est le facteur d'élargissement que l'on utilise pour l'intervalle de confiance final. Alors, une façon de se rappeler de la définition du nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de valeurs dont on dispose, petit n, moins le nombre de termes de la partie déterministe de la décomposition. Ici, on avait un seul terme, petit m, donc le nombre de degrés de liberté qui est symbolisé par la lettre grecque nu, est égal à n-1. Alors comme je vous l'ai dit, la variance expérimentale s'exprime dans le carré de l'unité de mesure, et donc pour pouvoir associer la statistique descriptive moyenne arithmétique qui traduit une caractéristique de tendance centrale à la statistique descriptive qui traduit la dispersion, on va tout simplement prendre la racine carrée positive de la variance, et la racine carrée positive de la variance, c'est ce qu'on appelle l'écart-type. Voilà, symbolisé par la lettre S, puisque en anglais l'écart-type se dit standard deviation, et contrairement à ce qu'on peut croire, cet indicateur est assez récent, puisque on admet qu'il a été proposé par Karl Pearson au début du XXe siècle, en 1904. Donc c'est un indicateur qui a une centaine d'années, et on va le réécrire sous la forme S de YI, puisqu'en fait il va affecter chacune des valeurs mesurées. L'écart-type, ça va être le doute qui traduit chacune des valeurs mesurées. Et à partir du moment où on peut affecter un doute à chacune des valeurs, on va pouvoir associer un intervalle à chacune de ces valeurs. Ici, l'intervalle, c'est la valeur plus ou moins 2 fois l'écart-type. D'accord ? Donc l'écart-type sert à traduire le doute, donc l'incertitude, qui affecte communément et uniformément les valeurs mesurées, que celles-ci soient aberrantes ou non. Et ça, c'est important. Bien sûr, s'il y a une valeur aberrante, vous allez lui associer un doute plus grand. Eh bien non. La méthode des moindres carrés et la déclinaison qui est faite au travers de l'écart-type, on affecte le même doute à chacune des valeurs.
Voilà, c'est ce que j'ai représenté sur ce diagramme. Alors qu'est-ce qu'on voit? En fait, les points, ce ne sont pas en réalité des points, ce sont des intervalles. Et donc, si finalement les points peuvent se situer dans ces intervalles, le trait vert qui représentait la moyenne, lui aussi va subir une fluctuation, et ça sera l'objet de la séquence suivante d'expliquer comment on fait pour trouver le doute qui affecte la moyenne à partir du doute qui affecte chacune des valeurs. Donc si je reprends le schéma, on a extrait de la population 20 tubes à essai, on a soumis ces tubes à essai à une méthode de mesure et à un pH-mètre dont l'exactitude avait été vérifiée, on a obtenu 20 valeurs, ces 20 valeurs on les a résumées sous forme de deux statistiques descriptives, la moyenne arithmétique Y bar, l'écart type, et naturellement on connaît l'effectif d'échantillon 20. Voilà, donc nous avons atteint la fin de la partie consacrée à l'estimation ponctuelle. L'objectif était de rappeler que la moyenne arithmétique est une conséquence de l'application de la méthode des moindres carrés et que le résumé de la partie aléatoire de la décomposition peut se faire au travers d'une statistique qui s'appelle l'écart type. Alors, quelques questions pour capitaliser l'information. Qu'attend-on de la partie aléatoire d'une décomposition ? Quel est l'inconvénient du critère portant sur la minimisation du plus grand écart en valeur absolue? Que représente la médiane et quel est l'intérêt de cette statistique par rapport à la moyenne arithmétique? Définir et démontrer le lien entre la moyenne arithmétique et la méthode des moindres carrés, c'est une démonstration qui prend tout au plus une dizaine de lignes. Il faut expliciter un écart, la somme des carrés des écarts, et ensuite trouver, appliquer une dérivée pour chercher à minimiser. Et enfin, comment définiriez-vous l'écart type expérimental? Voilà la fin de la séquence 2 et nous allons aborder tout de suite la troisième séquence pour passer des estimations ponctuelles à des estimations par intervalle.